c'est le début d'une série de webinaires que l'on va réaliser. Donc, l'objectif c'est de parler donc risque cyber et violation de données. Heu, Très rapidement, hein, on veut cet événement un petit peu pratique et pragmatique, rappeler les fondamentaux et ensuite, je dirais engager donc la présentation sur un ensemble d'éléments, je dirais qui sont à garder, qui sont à conserver comme pistes, comme idées et surtout, pour vous montrer la façon dont, en partant du texte, on peut construire des choses qui sont pratiques et pragmatiques pour avancer sur ce sujet-là. Donc très rapidement, donc Almond et Lord Privacy et donc je vais laisser donc Alice parler donc d'elle et de ce qu'elle fait chez Lord Privacy. Donc vous nous connaissez certainement en fait, Almond sur nos activités, GRC. Donc moi je suis, l'associé en charge de ces offres au sein donc de l'entreprise et Francesca travaille sur la dimension, donc conformité, et protection des données à caractère personnel et aussi gestion de crise. Voilà, je vous laisse la main. Bonjour à tous, merci Luc. Donc, je suis Alice Donetti, je suis en charge des partenariats chez Lord Privacy. Et Lord Privacy propose une application pour la mise en conformité au RGPD, une application ludique et ergonomique. Donc juste, Alice va commencer à présenter. On ne va pas revenir sur, comme l'a dit Luc, sur, la théorie du RGPD, les définitions fondamentales. On va creuser un petit peu plus les sujets, en lien avec le risque cyber et la gestion d'une violation de données. Juste un petit rappel des chiffres donc. Donc, un petit rappel vraiment rapide sur les chiffres 2021, si on doit en retenir vraiment deux. On va dire que le nombre de notifications de violations de données a vraiment explosé. Donc ça, c'est un sujet important puisque c'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la violation de données, et que 77% des PME font l'objet de cyberattaques. Donc tout part en fait de l'article 32 du RGPD, comment sécuriser ces traitements. Alors en résumé, qu'est-ce que dit simplement l'article? C'est que dans une entreprise, il y a un responsable de traitement ou un sous-traitant qui va donc définir l'ensemble des données qu'il doit mettre en conformité et suite à ça, il va définir des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour respecter cette obligation de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on doit en comprendre en clair? C'est que le RGPD, c'est un ensemble d'obligations de sécurité pour les entreprises et les administrations qui vont mettre en place un audit, des mesures de sécurité et des tests réguliers. Donc, les mesures de sécurité, ça peut être des mesures de sécurité physiques, techniques ou organisationnelles. On va prendre juste un exemple pour chacune d'elles. Les mesures de sécurité physique, tout simplement, par exemple, la mise en place d'une alarme. Les mesures techniques, le plus courant, c'est la mise en place de politiques de mots de passe, on en parle beaucoup, complexes et avec un changement régulier. Et pour des mesures organisationnelles, le pilier, le point de départ, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Et quand tout le monde sera sensibilisé, ensuite, on peut aller vers des mesures plus poussées. Donc il y a bien un lien entre les risques cyber et la protection des données, donc le RGPD, parce que, sécuriser les données, c'est en fait, garantir la confidentialité des données, l'intégrité et la disponibilité de celles-ci. Donc, on vous donne un petit exemple sur la droite que je ne vais pas détailler, mais en fonction des données que vous avez, c'est des données sensibles, s'il y a beaucoup de données, bah, plus il y aura des données sensibles ou plus il y aura de données et plus il y aura des mesures de sécurité à adopter. Bon, on est passé du coup très vite sur cette partie-là pour, rattraper un peu le temps perdu. On va Un passer un un peu. un tout Oui. petit mot en fait, juste sur la partie risque cyber, pour ceux qui ont un peu l'habitude de pratiquer cette discipline. Il y a une petite, variation qu'il faut intégrer. C'est que, on parle du risque cyber, donc quand on parle du RGPD, on parle aussi, du risque pour les personnes concernées. Donc en fait, il faut vraiment donc, avoir en tête ces 2 notions, c'est-à-dire à la fois, je dirais, l'approche classique autour du risque cyber et son approche qui généralement protège l'entreprise et ses intérêts directs
et aussi, donc là, dans le cadre de l'application du RGPD, des mesures de sécurité qui vont viser la protection finalement des personnes donc, qui sont derrière ces fameuses données. Et donc, quand on fait une analyse de risque, donc on peut très bien prendre la méthodologie, donc par exemple les bio-CRM, mais on va uniquement se concentrer sur les risques, sur les personnes concernées, et donc qui peuvent avoir un impact sur les droits et leurs libertés. Évidemment, on pourra faire un lien entre les différentes analyses de risque, mais en tout cas, ce qui va nous intéresser lorsqu'on traite le sujet données à caractère personnel sont uniquement les risques qui concernent donc les personnes concernées. On a mis en place donc un dispositif de traitement des risques. Maintenant, malgré cela, on peut toujours être confronté à une violation de données. Très rapidement, on parle de violation de données lorsqu'il y a destruction, perte, altération, divulgation, le tout non autorisé des données à caractère personnel. Donc, divulgation, évidemment, c'est ce qu'on pense en premier lorsqu'il y a violation de données à caractère personnel, donc perte de confidentialité. Accès non autorisé, ça peut aussi être au sein de votre organisation, donc des données, par exemple, RH, de salaire, qui sont accédées par une personne qui n'avait pas donc, le droit de voir ces données. Destruction, donc des données qui n'existent plus. Perte et indisponibilité également, ça peut être définitive ou temporaire. Dans certains cas, une indisponibilité peut être assez grave. Par exemple, indisponibilité des résultats de biologie médicale alors qu'une personne doit réaliser une opération et doit absolument avoir ses résultats. Et donc, ça peut provoquer un retard dans l'opération et potentiellement des conséquences graves sur la santé. Une altération, donc là, on pense à modification de données. Si on reste sur cet exemple de résultats de biologie médicale, si on a des données qui sont modifiées volontairement ou involontairement, ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves sur la santé donc des personnes physiques. Donc là, on regarde bien les données qui ont les violations qui ont un impact sur les droits et libertés des personnes physiques. Le RGPD impose, en cas de violation de données à caractère personnel, 3 grandes donc, obligations. Le fait de compléter le registre de violation de données, avec un certain nombre d'informations qu'il faut intégrer. Le fait de notifier donc l'autorité de contrôle dans certains cas et le fait de notifier les personnes concernées dans d'autres cas, lesquels, lorsque la violation engendre un risque élevé sur les personnes concernées. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, concrètement, lorsque nous sommes intervenus auprès des clients qui étaient en train de subir une violation de données, et on va voir qu'on va plus donner des exemples de cyberattaques qui donc ont des conséquences sur les données à caractère personnel, on s'est rendu compte que ces clients avaient des difficultés à appliquer, en fait, à respecter ces obligations parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent et des contraintes opérationnelles. Tout d'abord, c'est de connaître ces données. Quelles données sont concernées par la violation de données? En fait, un des éléments fondamentaux de la gestion de crise, c'est l'incertitude. Il faut être conscient que lorsqu'on est face à une crise, l'incertitude sera quasi permanente. Et malgré cela, il faut être capable de prendre des décisions. Donc, malgré le manque d'informations. Et la gestion d'une violation de données à caractère personnel n'y échappe pas. Pourquoi? Parce qu'au début d'une violation, on ne sait pas toujours quelles données sont concernées, parce qu'on ne sait pas quel est le périmètre de l'attaque. On n'a peut-être pas une connaissance très fine de ces traitements. Peut-être que la violation a initié chez le
chez le sous-traitant et donc en tant que responsable de traitement, vous n'avez pas encore toutes les informations, ou au contraire, vous êtes sous-traitant et du coup, vous n'avez pas toutes les informations relatives au traitement. Ce que nous vous conseillons, si vous êtes amené à traiter des données à caractère personnel, par exemple sensibles ou de personnes vulnérables ou un gros volume de données, ou en tout cas que la violation est susceptible d'engendrer un risque grave sur les personnes concernées, nous conseillons de partir du principe que toutes les données donc, sont compromises. D'avoir donc une approche plutôt conservatrice et de considérer que le pire des scénarios. Ensuite, donc on a dit, le RGPD impose de notifier la CNIL et en cas de risque grave et les personnes concernées si le risque est élevé. Donc, ce n'est pas si simple d'évaluer le niveau de gravité de la violation sur les personnes concernées. Ce qu'on conseille, c'est une approche en 3 temps. Donc, tout d'abord, essayez d'identifier donc les données qui sont concernées. Ensuite, identifier les facteurs aggravants, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit de données sensibles? Est-ce qu'on a un gros volume de données? Est-ce que des personnes vulnérables sont concernées? Et ensuite, identifier les facteurs qu'on dira plutôt réducteurs, c'est-à-dire, par exemple, les données qui, finalement, ne sont plus à jour, ne sont plus exactes. Dans un deuxième temps, on va évaluer donc toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en place. Peut-être que en fait, les personnes ne sont pas identifiables. Donc, il y a la pseudonymisation qui a été appliquée. Peut-être que les données sont chiffrées. Donc, cela va réduire le risque donc, sur ces personnes. Enfin, on va estimer les circonstances de l'attaque, donc comprendre si on est dans un cas de perte de confidentialité, de perte de disponibilité, d'intégrité des données. Et donc, ça va nous aider à comprendre quel type de conséquences la violation peut avoir sur ces personnes. Sur la base de tous ces éléments-là, on va évaluer donc si la violation mérite d'être notifiée à la CNIL ou pas, si la violation donc, est potentiellement grave pour les personnes concernées. Donc nous, pour information, lorsqu'on intervient chez les clients, on déroule un outil Excel qu'on a construit justement avec ces différentes étapes et qui nous permet d'évaluer un petit peu le niveau du risque. On décide donc de notifier à l'autorité ou pas. Donc, on a différents types de notifications, initiales, complémentaires et tardives. On évite de faire la tardive. Il vaut mieux donc faire l'initiale et compléter si nous n'avons pas toutes les informations tout de suite. Mais donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit vraiment notifier? Et souvent, les clients nous demandent si le fait de notifier ne va pas avoir pour conséquence de subir un contrôle. Peut-être. Mais ce qui compte lors d'une violation, c'est de donc protéger en fait les personnes concernées. On y viendra juste, je détaillerai plus tard lorsque je parlerai de notification aux personnes concernées. En tout cas, si vous hésitez à notifier à l'autorité de contrôle parce que vous avez peur d'un futur contrôle, le fait de notifier n'est pas une sanction en soi. Ce qui est une sanction, c'est le fait de ne pas avoir notifié, dans le cas où vous deviez notifier. Et surtout, s'il y a un contrôle, en fait, ce que va contrôler la CNIL, ce n'est pas la notification en elle-même, c'est votre niveau de conformité. Donc, si vous avez notifié et que finalement, vous avez mis en place toutes les mesures pour être conforme au RGPD, le fait d'avoir subi une violation de données à caractère personnel vous n'entraînera pas une sanction, en fait, si vous avez bien protégé les données initialement. Par contre, ce qui sera sanctionné, c'est si vous n'avez pas convenablement donc, protégé ces données à caractère personnel.
Luc, tu veux peut-être compléter ce point? Tout à fait. Il faut bien garder à l'esprit que comme le disait Francesca, c'est la notification en elle-même, c'est pas une sanction. On ne vous oblige pas à publier, en fait, c'est pas comme, je dirais, des obligations de publicité qui sont faites, je dirais par la commission de sanction de la CNIL. C'est pas la même chose. La notification, en fait, ici, c'est vraiment une mesure qui va permettre donc, d'atténuer les effets de cette compromission pour les personnes concernées et elle va aussi, donc permettre justement de mettre en mouvement tout un ensemble de choses qui vont, aller dans le sens du renforcement de la protection des personnes concernées et de la bonne application de ces textes. Notifier les personnes concernées en cas si la violation engendre un risque élevé pour leurs droits et libertés. Alors, il faut bien comprendre que l'objectif de la notification aux personnes concernées n'est pas de respecter le RGPD. Vous ne notifiez pas parce que vous avez peur de la sanction. Si voilà. Vous notifiez parce que l'objectif de la notification, c'est de informer les personnes concernées, de leur indiquer les mesures qu'ils doivent prendre pour limiter le risque. Par exemple, si on a une fuite de données carte bancaire, bah, évidemment, vous allez les informer pour qu'ils fassent les opérations qu'ils doivent faire auprès de leur banque. Ça, c'est le véritable objectif de la notification aux personnes concernées. Il y a quelques enjeux tout de même qui se posent et des problématiques très, très opérationnelles. C'est à qui on communique. Des fois, on sait, en fait, on a la liste précise des personnes qui sont concernées par la violation. Des fois, on ne l'a pas. Des fois, on est toujours confronté à cette incertitude. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment communiquer au plus tôt au maximum de personnes, même si vous ne savez pas qui est potentiellement concerné par la violation. Maintenant, si vous savez qui est concerné par la violation, vous pouvez cibler directement ces personnes. Une autre question qui se pose, c'est comment communiquer. Parfois, vous n'avez plus accès aux éléments, aux informations de contact, les numéros de téléphone, les adresses mail, et donc vous devez passer par d'autres voies de communication. Ça peut être par exemple votre site internet ou au pire des cas, ça peut être les réseaux sociaux et la presse. L'objectif, c'est toujours de limiter au maximum les risques sur les personnes concernées. Donc, il faut faire tout ce qui est tout ce que vous pouvez pour faire en sorte que voilà, les conséquences soient les plus faibles possibles sur les personnes, ou en tout cas qu'elles soient maîtrisées. À partir du moment où vous décidez de communiquer, il est clair que la violation devient publique. Et dans ce cas-là, il faut vous assurer de maîtriser en fait cette communication en activant donc vos dispositifs de communication interne réalisés de la veille sur les réseaux sociaux, sur la presse, peut-être contacter une agence de presse, une agence spécialisée en communication en crise, donc contacter des spécialistes et gérer également la communication interne, c'est-à-dire prévenir vos collaborateurs de ce qu'ils doivent dire, le discours qu'ils doivent adopter auprès de l'extérieur. Oui, évidemment, lorsqu'il y a violation de données, et en tout cas lorsque l'origine de la violation est une cyberattaque, la gestion de dans cette situation n'est pas uniquement une gestion de violation de données. Cela s'intègre à une gestion de crise beaucoup plus donc globale, avec donc de nombreux acteurs qui vont intervenir pour gérer la crise à différents niveaux, tant au niveau IT qu'au niveau décisionnel. Et donc, si vous êtes le référent de la gestion des données à caractère personnel au sein de votre organisation, il faudra s'assurer d'avoir été mobilisé dès le départ
et d'être mobilisé régulièrement et d'être informé des évolutions de la crise, parce que peut-être justement que au fur et à mesure de l'évolution de l'événement, vous aurez plus d'informations sur les données qui ont été compromises, et vous pourrez donc informer les autres acteurs des actions à réaliser, des obligations à respecter. On refera un webinaire qui sera vraiment dédié à la gestion d'une crise dans toute sa globalité. Avant de passer aux questions, nous vous enverrons une checklist, donc en format PDF, checklist du DPO sur les différentes actions à réaliser en cas de violation de données, donc de T0 à T plus voilà, quelques semaines. Donc, il y a évidemment les éléments, des exigences du RGPD à respecter, mais nous avons également donc intégré toutes les questions plutôt opérationnelles qu'il faut se poser pour pouvoir donc gérer, maîtriser cette violation de données. Je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet et des objectifs. Enfin, je veux juste te rappeler que qu'on vous diffuse pas donc finalement cette checklist donc des traitements de la violation qui là encore montre vraiment des actions pragmatiques et qu'on time et qu'on répartit dans le temps pour gérer ces sujets et effectivement qu'on aura l'occasion dans la suite de ces webinaires d'adresser d'autres points et d'autres questions, je dirais, sous le même angle du pragmatisme et de la capacité à faire réellement pour vous. Je vous laisse conclure, mesdames. Merci à tous pour votre participation. Merci à Allemande d'avoir associé Lord Privacy à ce webinaire. Nous sommes à votre disposition justement pour vous aider à mettre ces process dans une application qui va de pair avec un accompagnement bien sûr que pourrait vous proposer Allemande.